Et bienvenue dans le Moment MMA, émission du vendredi 25 juillet 2025. Et le premier sujet, c'est l'UFC Abu Dhabi, l'événement qui nous attend ce week-end, notamment avec Sharafudin Magomedov. On s'en souvient quand il est arrivé à l'UFC, c'était la grosse sensation, spectaculaire dans la cage, un physique en général dont tu te rappelles, le fait aussi qu'il soit borgne bien sûr. Tout ça avait créé pas mal d'engouement autour de son nom. Malheureusement, son dernier combat, c'était face au Britannique Michael Venom Page, qui montait d'une catégorie pour l'occasion, on s'en souvient. D'habitude, Page, c'est un welter, moins de 77. Là, il était monté en moins de 84 pour un choc de striker, hein. C'est ce à quoi tout le monde s'attendait. C'est ce qu'on a eu. Magomedov avait perdu ce combat-là et avait dit après coup qu'il était malade, qu'il avait énormément de problèmes pour respirer et qu'il n'avait donc pas pu être à 100% dans l'octogone. Là, durant la conférence de presse qui s'est tenue hier, il a assuré que niveau santé, tous les voyants sont au vert. Et puis il le dit aussi à demi-mot, la santé ça a joué, mais il n'y a pas que ça, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû. Donc il assure avoir appris de cette défaite. Il assure aussi qu'il est en progression constante, que ses coachs le poussent, que ses coachs lui disent qu'il a une marge de progression et qu'il ne faut surtout pas passer à côté. Et il a aussi pris conscience, hein, que combattre c'est son métier et que la victoire est très importante. Pendant longtemps, il a privilégié le côté spectaculaire, le côté show, plaire au public. Alors c'est aussi sa nature, hein. On pourrait dire il ne faut peut-être pas trop se dénaturer. Et puis ça lui réussissait pardon, plutôt bien, puisqu'il était invaincu. Mais voilà, aujourd'hui peut-être la victoire passera avant le show et avant le spectacle, avant la manière, j'ai envie de dire. Ce week-end, il va être face à Marc-André Barriault, combattant canadien. Il s'attend à ce que son adversaire lui mette la pression et c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Il aime qu'on vienne le chercher, il aime qu'on soit offensif, ce qui n'est pas forcément le cas de Michael Venom Page, qui te touche, qui ressort, qui tourne, etc., hein. Un combattant très stratège. Et donc, d'après lui, Marc-André Barriault va lui mettre la pression. Et si en plus il lui met la pression en restant debout, donc en jouant son jeu, je rappelle que lui il vient de la boxe thaï, alors le Canadien risquerait très fort de le regretter et très vite, comme beaucoup de ses anciens adversaires, devrait se transformer en lutteur. Et puis il est aussi très lucide, hein, quant à sa situation dans la catégorie. Et il le dit, si je veux affronter des combattants du top 5, il me faut encore 2 ou 3 victoires, et des bonnes victoires, des victoires avant la limite, et il aimerait aussi, pourquoi pas, hein, une fois qu'il aura engrangé ces quelques victoires, avoir sa revanche sur Michael Venom Page. Et il a conclu en disant qu'il n'était pas un gros poids moyen, en effet, il a du mal à prendre du poids entre les combats, mais en même temps, comme il le dit, hein, avec 2 ou 3 entraînements par jour, je perds énormément d'eau, je transpire énormément, donc ça ne facilite pas les choses. Mais par contre, ça me permet de pouvoir être très actif et de pouvoir combattre très souvent. Un autre combattant russe qui sera sur cette carte, c'est Petroyan, qui a indiqué, hein, qu'il était toujours aussi motivé qu'à l'époque où il a vu la ceinture, qu'à l'époque où il était arrivé à l'UFC. Et l'objectif, bien sûr, c'est de redevenir champion. Il a accepté d'affronter McGee ce week-end parce qu'il voulait être actif, alors que lui, il estime, hein, qu'il aurait plutôt dû affronter soit le champion, soit un prétendant numéro 1, un prétendant numéro 2. Je suis plutôt d'accord avec lui en réalité, hein, c'est pas, il ne ment pas forcément en disant ça. Il avait d'ailleurs accepté d'affronter Oumar Nurmagomedov pour l'UFC Bakou qui a eu lieu au mois de juin, mais pour des raisons personnelles, Nurmagomedov, lui, avait décliné le combat. Et puis par contre, après ce week-end, après la victoire du week-end, il en est convaincu. Ce qui l'attend, c'est la ceinture. Alors le journaliste lui pose une question très intéressante. Tu veux être actif? Là, on sait que Merab Dvalishvili va affronter Cory Sandhagen, donc tu risques d'attendre un petit peu avant d'avoir ta chance à la ceinture. Est-ce que tu préférerais pas reprendre un combat, quitte à perdre du coup et à perdre aussi ta place dans la course à la ceinture? Là, par contre, il a un peu changé son fusil d'épaule quant à l'activité. Il est prêt à attendre. S'il faut attendre quelques mois, il attendra quelques mois. Il est sur une série de victoires. C'est l'ancien champion. Donc, il estime largement mériter sa chance. Mais entre l'estimer et que l'UFC l'ait décidé, comme vous le savez, ce sont deux choses très différentes. Concernant son adversaire du week-end, donc un McGee, il le dit, je ne suis pas impressionné, ce n'est pas le seul combattant à être sur une grosse série de victoires. Maintenant, c'est vrai qu'il a un style peu orthodoxe qui peut parfois surprendre, mais je vais prouver à tous qu'il y a une différence de niveau entre lui et moi.
On a eu toutes les conférences de presse donc, hein, et Bryce Mitchell qui nous a offert un moment à la fois drôle mais très gênant. Bryce Mitchell, vous le savez, hein, c'est l'américain très fier. On reproche souvent aux Américains de ne rien connaître à la géographie, de ne rien connaître aux autres peuples, etc. Forcément, c'est un peu caricatural, mais là, je pense que Bryce Mitchell vient de redonner une cartouche à tous les gens qui pensent comme ça, puisqu'on a un journaliste russe qui lui pose une question en russe pendant la conférence de presse. Et Bryce Mitchell se met à lui répondre avec des mots en arabe. Vraiment comme le gars qui veut prouver au journaliste en rigolant un peu qu'il sait parler arabe. Donc il lui dit Habibi, Hamdoulillah, Inshallah, etc. Puis il lui dit un mot qui veut dire victoire, j'ai pas retenu le mot. Et il répète comme ça pendant peut-être 10 secondes et il sourit. Et voilà, c'est sur le ton de la blague. Et tout à coup, le mec lui dit oui, je suis pas arabe, je suis russe. Et là, Bryce Mitchell, il se met à exploser de rire. Il lui dit ah désolé, je croyais que t'étais en train de me parler arabe. C'est vrai que bon voilà, Bryce Mitchell, pas très fin sur ce coup-là. Pour le coup, il l'a pris à la rigolade, hein, il n'a pas été gêné du tout. Ça a été un moment assez drôle. Du coup, comme on est dans la carte du week-end, je vous l'affiche à l'écran, hein, Main Event, Robert Whittaker contre Rainier Derrider. Moi, j'ai du mal avec le style de Derrider. Je vais y aller plutôt avec Whittaker. Mais Derrider me fait mentir jusqu'à maintenant. Ceci dit, il n'a pas non plus affronté d'énormes noms. Il a affronté Kevin Holland. Bon, bah, Kevin Holland qui était venu rapidement casser la distance, donc qui avait joué le jeu de Derrider. Il a affronté aussi Bonical. Bonical, on n'avait rien vu de lui jusqu'à maintenant. Donc on peut pas dire qu'il ait tapé l'élite de la catégorie. Whittaker, c'est quand même un grand pas vers l'avant. Je pense que Whittaker a ce qu'il faut pour le battre. Maintenant, est-ce que Whittaker est fini? Est-ce que la performance qu'il a eue contre Shimaev reflète réellement son niveau actuel? Et j'ai quelques doutes quand même. C'est un combattant que j'ai beaucoup apprécié. Bien sûr, j'espère qu'il s'impose ce week-end, même si l'avenir de la catégorie, c'est peut-être un peu plus des Raiders. Même si, comme je le dis depuis le début, j'ai du mal à le voir casser le top 5. Ensuite, Petroyan contre Marcus McGee. Petroyan, il est en progression permanente. Je lui tire mon chapeau parce que c'est pas facile d'avoir été champion, d'avoir perdu et de rester au top de la catégorie. Il y en a très peu qui en sont capables. Whittaker en a été capable, par exemple. Je vais plutôt y aller avec Petroyan, même si tout est possible dans ce combat, bien sûr. Sharapudin Magomedov contre Marc-André Barriault, comme on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé un peu avec la chaîne YouTube, beaucoup me l'avaient conseillé, The Journeyman, si je dis pas de bêtises. Il le dit, Barriault, il est là pour faire briller Magomedov. Je suis assez d'accord avec lui. Maintenant, tout est possible dans le MMA. Si Sharapudin Magomedov perd, là, ça va faire très mal par contre, parce que ça va devenir vraiment difficile de le vendre au public, hein, malgré son style. Voilà, malgré tout ça, ça va commencer à être très compliqué. Chez les poids mouches, Azu Almabayev contre José Ochoa. Encore une fois, j'ai plutôt Almabayev favori. Et puis Krylov contre Gouskov. Krylov, j'aime bien, il a toujours un style très offensif. Il y va, gagnant ou perdant. Ça risquerait de nous offrir un combat assez spectaculaire. Et puis juste, bon, dans les prélims, Bryce Mitchell contre Saïd Nurmagomedov. Je pensais que ce serait un combat de carte principale. Ça n'est pas le cas. C'est pareil, Bryce Mitchell, tu perds ce combat-là, ça devient compliqué pour toi. Deux palmarès quasiment identiques, hein, 17-4 pour Mitchell, 18-4 pour Nurmagomedov. Tu perds. En fait, ce qu'il y a, c'est que Mitchell, il perd pas contre n'importe qui dans la catégorie supérieure non plus. Il perd contre Emmett, Topuria et Jean Silva. Jean Silva, aujourd'hui, il tape très haut, hein, il va affronter Diego Lopez. Là, tu tombes dans la catégorie inférieure, tu prends un risque, hein, comment ton corps va réagir, c'est toujours une inconnue, même s'il a fait les choses sérieusement, qu'il s'est fait suivre, etc. Tu perds contre Saïd Nurmagomedov, ça peut être très dur ensuite, hein, de continuer à avoir de grosses aspirations. Maintenant, je lui souhaite bien sûr de réussir. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur cette UFC, n'hésitez pas. UFC, analyse et pronostic, hein, vous le savez, on a déjà fait une vidéo ensemble. Il sait de quoi il parle, il vous présentera très bien les combattants, les différents scénarios possibles, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, je soutiens à 100%. Et puis pour conclure avec cet événement, je vous cite le message de Olivier Buccellato, très bonne blague, Bryce Mitchell, poids coq, quoi de mieux pour un fermier? Je suis très déçu, comme je te disais, de ne pas n'y avoir pensé à cette blague-là, hein. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Bryce Mitchell, il a construit sa maison, il a construit son poulailler, il a ses légumes, ses animaux, etc. C'est vrai que le coup des poids coqs, elle est tellement grosse que je n'ai pas été capable de la sortir. On va maintenant parler d'un ancien combattant de l'UFC, Tony Ferguson, qui va se lancer en boxe anglaise, hein, on en a parlé. Ça va se passer en Angleterre avec Misfit Boxing, c'est là où on a notamment Darren Till. Bon, Tony Ferguson, c'est pareil, niveau maths, je crois que c'est pas trop ça. Il explique que 90% des gens sur Internet lui disent qu'il est trop vieux, qu'il est rincé, qu'il devrait se retirer.
mais en réalité, ils disent ça parce qu'ils sont incapables d'accomplir ce que lui a accompli et ce qu'il va continuer d'accomplir dans sa carrière. Bon là, pourquoi pas, hein, je comprends qu'il pense ça à Ferguson. T'as des gens qui sont pas des combattants pros qui te donnent des conseils, je peux comprendre que ce soit parfois assez énervant. Donc là, c'est 90%. Et puis il dit, les autres 20% qui restent, ils pensent que Salt Papi va me mettre KO. Donc 100% de tous ces gars me détestent. Mais vous savez quoi? Ça me motive encore plus. Bon, 90 plus 20%, on est au-dessus des 100%. Bon, disons qu'il a dit ça un petit peu sur le ton de l'énervement, Tony Ferguson, mais ça m'a fait plutôt rigoler. Et puis il ajoute une petite anecdote, je ne savais pas, quand il luttait à ce que les Américains appellent le collège, je crois que c'est en fait l'université hein, ou le lycée, vous m'excuserez, il faisait donc de la lutte universitaire, et il a un jour affronté John Jones, le gars de son équipe s'est blessé, donc il a pris le short notice, il a fallu qu'il prenne du poids, il a combattu 2 catégories ou 3 catégories au-dessus de la sienne pour affronter John Jones, et il n'a perdu que d'un point, il n'a perdu le match que d'un point, quand même sacrée prouesse pour Tony Ferguson qui dans l'octogone pourtant était vu comme plutôt un striker avec un bon JJB sur le dos, c'est comme ça qu'on le décrivait en général, notre ami Tony Ferguson. Puisqu'on est chez les poids légers, c'est un poids léger Tony Ferguson, on a Ilia Topuria qui a déclaré qu'il préférait laisser sa ceinture des poids légers vacante plutôt que d'affronter Arman Tsarukyan. Bien sûr, il y a de la provocation là-dedans, et puis Arman Tsarukyan qui a sauté sur l'occasion pour dire comment tu peux t'appeler champion, te considérer comme le champion quand tu es déjà en train de chercher une porte de sortie, tu n'as qu'à laisser la ceinture vacante, ou alors je viendrai la chercher. Dans tous les cas, cette ceinture est la mienne. Tout ça, d'après moi, bien sûr, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, mais ça me permet de rebondir sur vos messages, notamment celui de Noah Giraudet qui me dit pour moi, l'UFC devrait faire Gaethje contre Pimblet et Hooker contre Holloway. Les deux gagnants des deux combats s'affrontent et les perdants pareil. Le gagnant affronte le gagnant de Topuria contre Tsarukyan et le perdant affronte l'autre perdant. Alors, c'est une très bonne idée, le principe du tournoi. Maintenant, je pense que niveau timing, ça risque d'être un peu long. Ça veut dire que pendant que Topuria et Tsarukyan s'affrontent, il faut que eux fassent demi-finale plus finale et ensuite accèdent au combat. Je pense qu'au niveau du timing, ça va pas être génial. Par contre, c'est vrai que tu remets dans l'équation Dan Hooker, pour être très sincère, que j'avais un peu oublié. Et puis David Gauthier hein, qui me dit Gaethje il rêve beaucoup, faut être honnête, il a plus le niveau qu'il avait avant. Jamais il passe Topuria, ça fera comme avec Oliveira, KO au premier round. Moi aussi je suis d'accord, je pense que Gaethje il a le niveau qui baisse un peu. Maintenant, quand même, prendre un KO au premier round, je sais pas, il est quand même coaché de façon très intelligente. Tu vois, Oliveira a fait n'importe quoi dans le combat, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, hein. Il a fait ce qu'il ne fallait pas faire, il est resté au milieu, il a échangé. Gaethje peut avoir ce côté-là parfois, il l'a eu dans sa carrière, ça lui a coûté cher. J'espère que là, il écouterait son coach qui lui dirait de ne surtout pas faire ça. Il a quand même des déplacements intelligents, Justin Gaethje, etc. J'ai Topuria favori dans ce combat, bien sûr, mais Gaethje frappe tellement fort aussi que tout peut se passer. Donc KO premier round, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ton message assez intéressant. Direction les poids coqs maintenant, et on apprend que Oumar Nurmagomedov devrait faire une annonce très prochainement. C'est son manager qui l'apprend. Alors qui va-t-il affronter? Je ne sais pas. Mais lui, je pense très clairement qu'il est à un combat, à une victoire d'avoir sa chance pour le titre. Et puis le champion Merab Dvalishvili, hein, justement, qui a expliqué qu'il y avait toujours une petite pression supplémentaire, toujours un peu de piment quand il s'apprêtait à affronter un combattant russe. Il n'a rien contre les Russes, il n'a rien contre le peuple russe, mais il le dit, voilà, politiquement, il y a beaucoup de tensions entre la Géorgie et la Russie. On sait qu'il y a certaines personnes en Russie qui n'apprécient pas trop la Géorgie, donc je me sens vraiment investi d'une responsabilité quand je monte dans l'octogone ou dans une cage en général face à un Russe. Israël Adesanya qui pousse pour un combat contre Sean Strickland. Pas de réponse du côté de l'Américain. Il veut sa revanche. Hein. Je rappelle que Strickland lui avait pris sa ceinture. Il dit aussi qu'il ne comprend pas pourquoi Strickland parle de Bilal Muhammad alors que lui, Adesanya, il y a une histoire entre les deux. Deux anciens champions. Et pourtant, Strickland ne répond pas. Et puis ça me permet de rebondir, il y a Chacha Delacroix qui me l'avait fait remarquer, mais oui c'est vrai, Sean Strickland est suspendu, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous ai montré une vidéo de lui, il était coach dans un événement local aux États-Unis et il s'est battu avec un des combattants qui lui avait fait un geste déplacé, il est rentré dans l'octogone, il lui a mis des coups de poing. Bon bah la suspension, la commission athlétique du Nevada a décidé de le suspendre et je crois qu'il va connaître le temps de la suspension à partir du mois d'août. Ça devait être cette semaine mais l'audience a été décalée.
Ouais, je pense que ça va pas être non plus 1 ou 2 ans de suspension, hein. À mon avis, ça va être quelque chose qui va passer, assez rapidement et s'il veut combattre à la Maison Blanche, je pense que d'ici là, largement la suspension sera passée. Il aura peut-être même déjà combattu une fois avant. Comme on est chez les poids moyens, on continue. Brendan Allen a retrouvé le chemin de la victoire le week-end dernier. Il s'est imposé face à Marvin Vettori, rappelez-vous. Je vous ai dit que j'avais beaucoup aimé le combat, que ça avait été très partagé, que Allen avait montré de gros progrès dans le pied-point. Forcément, Allen, il veut continuer sa route vers la ceinture, il veut la reprendre, j'ai presque envie de dire. Donc il est prêt à affronter n'importe qui devant lui, seulement il ne veut pas Paulo Costa. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas Paulo Costa? Parce que Costa est le genre de mec qui déclare forfait au dernier moment ou qui décale la date du combat, etc. Et je trouve qu'il soulève un point très important. Tu as beaucoup de combattants maintenant qui parlent de Costa de cette façon, qui te disent moi je vais pas me payer un camp d'entraînement, je vais pas tout faire sérieusement pour que lui à la dernière minute il soit blessé, il soit malade ou il décale la date du combat. Et je pense que ça peut être un problème pour Paulo Costa dans sa carrière. Ça peut aussi être un problème du côté de l'UFC qui va hésiter avant de lui donner des gros combats, des combats avec de l'importance. Maintenant, je pense qu'il y aura peut-être des discussions avec Dana White, avec la Big League, concernant Paulo Costa. Mais d'un autre côté, on peut aussi se dire que les blessures, malheureusement, ça ne prévient pas. Mais j'ai trouvé la mentalité d'Allen, le raisonnement qui était assez intéressant. Donc j'ai choisi de vous le partager. Avant de passer à la suite, les amis, pensez à me suivre sur tous mes réseaux, hein. C'est gratuit, notamment sur Patreon, pour du contenu exclusif. Rappelez-vous de Brock Lesnar, ancien combattant de l'UFC, catcheur à la WWE, hein, qui a beaucoup fait parler. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à l'UFC 200 déjà. On était en 2016, il affrontait Mark Hunt. Il était ensuite contrôlé positif pour du dopage. Lui disait que c'était à cause d'une crème anti-inflammatoire qui s'était mise sur le pied. Forcément, très peu de personnes y croient, notamment Mark Hunt. Eh bien, il s'est passé quelque chose avec Brock Lesnar, c'est Daniel Cormier qui nous l'apprend, mais on ne sait pas quoi. Brock Lesnar ne peut plus combattre à la WWE parce qu'il se serait passé quelque chose de très grave. Il a donc été mis de côté. Je pense qu'on va en savoir plus dans les semaines, dans les mois qui viennent, parce que Brock Lesnar, c'est pas n'importe qui, il est très connu aux États-Unis. Mais Daniel Cormier le dit, c'est quelque chose de très grave, je ne peux pas en parler. Mais en tout cas, Brock Lesnar est suspendu. Manon Fiorot va affronter Jasmine Jasudavicius. Excusez-moi, le nom n'est pas facile à prononcer. Ça va se passer le 18 octobre à l'UFC Vancouver. Retour au Canada pour Manon Fiorot. La dernière fois qu'on l'a vue, si je dis pas de bêtises, c'était sa défaite, hein, face à Valentina Shevchenko. Reprenez-moi si je me trompe, j'ai un petit trou de mémoire, mais je pense que c'est ça. Donc là, clairement, c'est un combat pour rester dans les conversations très intéressantes, rester dans le top de la catégorie. Peut-être qu'avec une victoire, son combat suivant sera de nouveau pour la ceinture. C'est quelque chose qui est fort possible, même si rien n'est garanti, bien sûr. Et puis le week-end dernier, j'en ai pas parlé, mais on a eu Manny Pacquiao, hein, qui a fait son retour en boxe anglaise. Je crois que ça faisait 4 ans qu'il était inactif. Aujourd'hui, il a 46 ans. Il a quitté son adversaire sur un match nul. Il prend quand même 12 millions pour être monté sur le ring, pardon, plus environ 5 ou 6 millions de dollars qu'il va prendre pour les pay-per-view, et puis ses sponsors, c'est environ 1 million. Résultat des courses, il va être entre 17 et 18 millions pour un retour après 4 ans à 46 ans. Félicitations à Manny Pacquiao, c'est une très belle opération. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. C'était tout pour cette semaine. Sur mon Patreon, va sortir aujourd'hui le débrief de l'épisode 9 de l'Ultimate Fighter. D'ailleurs, j'ai débriefé le 8e épisode sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir, c'est un format court, hein, moins de 10 minutes. La vignette, la miniature est un peu différente. Je vous la mets tout de suite à l'écran. N'hésitez pas à cliquer. Voilà, je vous débriefe l'épisode, je vous présente les combattants, etc. J'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité des arts martiaux mixtes. D'ici là, portez-vous tous très bien, salut!